Mesdames, Messieurs, bonsoir. Du 109 pour la régionalisation avancée où le Maroc introduit une logique de delivery state. À Rabat, le tempo s'accélère. Sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Conseil des ministres fixe un cap net. Le territoire devient le cœur battant de la décision publique. 210 milliards de dirhams sur une période de 8 ans, une enveloppe à la hauteur de l'ambition. Et le souverain l'avait déjà posé en principe dans plusieurs de ses discours. Le développement n'a de sens que s'il profite à toutes et tous et tous les territoires et à tous les citoyens. Aujourd'hui, cette ligne se traduit opérationnellement. Chaque province, chaque préfecture devrait devenir un centre de gravité. Emploi, santé, eau, éducation, bref, les besoins de la population remontent désormais du terrain. Des réalités mesurées, objectivées et hiérarchisées. Au niveau local, le gouverneur pilote, à l'échelle régionale, le wali aligne et au sommet, le chef du gouvernement arbitre. Un dispositif pensé pour connecter donc l'État au terrain sans rupture, en tout cas en théorie, de pilotage. Il faut dire que le diagnostic est clair. Il a été rappelé sans équivoque dans le nouveau modèle de développement, dont le rapport d'ailleurs cite le mot territoire plus de 200 fois. Accès aux services, opportunités, attractivité, tout s'inscrit dans la géographie. Alors le modèle évolue, chaque territoire devient un projet, chaque projet est appelé à devenir un levier de croissance et surtout d'emploi. Et la grande nouveauté, c'est cette nouvelle exigence, celle des KPIs, ou si vous préférez, du résultat. Le temps administratif se resserre, l'impact devient la mesure. L'équation de la nouvelle génération des programmes de développement territoriaux intégrés est donc posée, une vision claire, des moyens engagés et surtout une attente élevée. Et il reste désormais enfin la capacité à délivrer concrètement et partout. Alors comment aligner l'ambition royale, l'efficacité administrative et la transformation locale? Éléments de réponse dans cet épisode avec mes chers experts présents sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Tariq Hardim, économiste des territoires et consultant en stratégie et politique de développement. Bonsoir Tariq Hardim. Bonsoir Madame Essène, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Nous avons également avec nous un professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed V de Rabat. Mais pas que, il a beaucoup travaillé sur le dossier de la régionalisation avancée, n'est-ce pas, professeur Hassan Arafi? Bonsoir. Bonsoir. Plaisir renouvelé de vous accueillir. C'est partagé. Régionalisation avancée que vous connaissez très bien. Comme pas mal de personnes. Pour avoir aussi en particulier travaillé sur le dossier en profondeur. Nous allons en parler dans quelques instants. Et un plaisir aussi d'accueillir un autre expert en développement territorial. Il est consultant, il est aussi auteur de cet ouvrage « Harmonie durable, proposition pour un développement territorial responsable », un ouvrage petit de taille, mais très grand dans l'ambition parce qu'il pense justement les territoires. Il s'agit de Tariq Mouden. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba bik sur ce plateau. Alors, diagnostic, mais j'ai envie de dire pédagogie d'abord. Pédagogie pour comprendre cette nouvelle réforme qui est ambitieuse, il faut le dire, de la gouvernance territoriale fondée sur, je cite, une approche locale et participative. Lecture pédagogique avec vous, professeur Hassan Arafi, pour commencer. Pour commencer, afin de simplifier sans être simpliste, sur la question de l'adoption de ce nouveau mécanisme de développement, des programmes de développement territorial intégré. Signifie quoi au juste? Comme vous le savez, au niveau du territoire, il y a pas mal d'acteurs qui réfléchissent et qui essayent de mettre en place des actions stratégiques à travers leurs programmes de développement. Il y a les PDR de région, il y a les PDP des provinces et préfectures, il y a les PAC des communes, et de l'autre côté, il y a les plans d'action stratégique qui relèvent des services déconcentrés des ministères. Le problème était comment mettre en relief et mettre en cohérence tous ces plans stratégiques. Et donc, je pense l'apport principal de ce mécanisme, bon, ce n'est pas un substitut, ça ce qu'il faut bien expliquer, ce n'est pas un substitut des plans stratégiques qui sont déjà mis en place et adoptés par les assemblées des collectivités territoriales, mais
il vient de corriger une carence dont on a beaucoup souffert. C'est-à-dire il faut d'abord assurer la mise en cohérence et l'harmonisation de la politique publique locale, parce que l'action publique territoriale s'est retrouvée un peu fragmentée, et donc il faut ressouder. Et donc on a pensé à mettre en place ce mécanisme, mécanisme de plan de développement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que la région elle est en train de réfléchir sur ces documents de planification stratégique, soit dans le cadre de la prospective à travers le SRAT, soit dans le cadre de le développement territorial à travers les PDP, sans prendre en considération ce qui se passe au niveau des provinces et préfectures, et il en est de même au niveau des communes. Donc aujourd'hui, il faut le lier aussi avec un élément aussi important, celui de la déconcentration. Parce que parmi les choses que cette mesure devrait corriger, c'est que avant, il y avait la décentralisation, c'est-à-dire les collectivités. Il faut peut-être expliquer à nos téléspectateurs la nuance entre déconcentration et décentralisation. De manière très simple. Il y a un amalgame entre les deux. La décentralisation, ce sont les collectivités territoriales. C'est l'autorité des collectivités territoriales. La déconcentration. On parle toujours du territoire. Non, c'est-à-dire à quel niveau, dans le sens, en quels termes Alors, la Constitution... la collectivité territoriale, elle a quelle marge de manœuvre au final, si on prend que la décentralisation? Les collectivités territoriales, il y a 3 niveaux. Il y a la région, il y a les provinces et les préfectures, il y a les communes, bien sûr, il y a leur groupement, ce qu'on appelle les établissements publics satellites de ces collectivités. Ça, c'est le niveau de décentralisation. De l'autre côté, il y a le décongestionnement de l'État à l'échelon territorial, qui est constitué de ce qu'on appelle avant les services extérieurs et après l'adoption de la charte de déconcentration, on l'appelle désormais les services déconcentrés de l'État. D'accord. Il y a aussi un acteur important qui est le gouverneur ou le wali. Oui. Le gouverneur, et donc c'est le représentant de l'État à l'échelon déconcentré, et sa mission, il en est de même, et sa mission principale, que ce soit au niveau provincial ou préfecture, et le wali au niveau régional, c'est la coordination et l'observation de la mise en cohérence de l'action publique locale. Alors, avant, la décentralisation n'a pas pu évoluer comme il le faut parce que le travail ne fonctionne pas comme il le faut. Les ministères ne déconcentrent pas davantage. Et donc, avec l'adoption des schémas directeurs suite à l'adoption de décrets sur la déconcentration, la charte de déconcentration, il y a une pression institutionnelle sur les ministères afin de déconcentrer davantage, pas uniquement les tâches, mais déconcentrer aussi les moyens. Le budget, oui. Et les budgets. C'est ça que je disais, c'est quelle est la marge de manœuvre finalement du territoire sans réelle décentralisation? Si on revient aux instructions royales, surtout dans la lettre adressée aux participants aux assises de Tanger, il a beaucoup insisté sur cet élément. Sur la régionalisation avancée. Il n'y a pas de décentralisation sans déconcentration. Donc, si on veut faire avancer la décentralisation, il faut avoir avancé. Et je pense que cet instrument de PDU, qui est piloté par chef du gouvernement, piloté à l'échelon stratégique par le chef du gouvernement, mais à l'échelon territorial, et donc il commençait à donner des pouvoirs importants aux gouverneurs et aux wali, afin que chacun, selon son ressort territorial, de satisfaire cette mise en cohérence et cette synergie entre les deux ailles de tissu institutionnel marocain. En tant qu'économiste des territoires, Tariq Moudane, que pouvez-vous nous dire sur ce changement vers une planification territoriale bottom-up? Moi, je voudrais dire déjà que nous vivons un moment territorial, je ne dirais pas inédit, mais c'est un moment territorial qui s'inscrit dans le prolongement de la problématique institutionnelle au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la régionalisation avancée, si on voudrait la mettre dans son contexte, il date maintenant depuis 2015, c'est-à-dire depuis que nous avons... 11 ans, oui. Ça fait 11 ans maintenant. La réflexion a commencé déjà en 2011. Et nous sommes en train d'asseoir cette problématique de régionalisation sur une nouvelle vision. C'était pas censé être une problématique, la régionalisation avancée, c'était être la solution au problème des régions. La problématique au sens scientifique du terme, mais là, le problème de recherche. Mais elle a trouvé beaucoup de problèmes dans son exécution, cette régionalisation avancée, si on devait parler de diagnostic. On est en train, à travers la feuille de route du Conseil des ministres, on est en train de redéfinir le rôle des régions en faisant une nouvelle lecture des compétences propres
et partagé. Est-ce qu'on redéfinit la régionalisation avancée à travers cette nouvelle réforme initiée à l'occasion de ce Conseil des ministres tenu jeudi dernier à Rabat, présidé par Sa Majesté le Roi? On est en train de redéfinir le rôle de la régionalisation à travers une nouvelle lecture des compétences propres et partagées, qui ont été en fait, surtout les compétences partagées, il y avait toujours le flou entre les missions réservées aux services déconcentrés de l'État et les missions des collectivités territoriales, surtout au niveau, l'échelon régional. Oui. Ça d'un côté. D'un autre, aujourd'hui, on est en train de repenser la manière avec laquelle nous allons exécuter les projets. Nous sommes en train de capitaliser sur l'expérience de certaines agences qui sont sous format de sociétés anonymes. Type Mazen. Type Rabat Région Aménagement Rabat Région, oui. Et les autres sociétés qui existent aujourd'hui au niveau régional, surtout dans les grands pôles urbains, à Tanger, à Casablanca et à Rabat. Et on est en train à travers justement ces sociétés anonymes, on est en train de redéfinir le rôle des régions, puisqu'on va passer puisque depuis déjà 2014, on est en train de faire ça depuis au moins 2012, 13, 14, et on est en train de tisser cette nouvelle culture de la performance au niveau territorial. Aujourd'hui, il est inconcevable d'avoir des programmes, des projets qui n'aboutissent pas après 5 ans de leur exécution selon le modèle classique, traditionnel, territorial, de celui des documents des PDR et des PAC. Vous avez le rapport de la Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur le fait que nous n'avons pas instauré une culture de l'évaluation dans les programmes de développement territorial. À travers les programmes de développement territorial intégrés, on est en train on va chercher à mettre fin à cette problématique en allant détailler de manière très concrète, depuis le lancement du projet jusqu'à sa fin, c'est-à-dire tout le processus, on est en train de verrouiller la manière avec laquelle nous allons poser ces projets en prenant en compte cette nouvelle configuration dans laquelle l'État ne se retire pas dans la mise en œuvre des projets au niveau territorial, mais elle est en train de réinventer la manière avec laquelle elle va mettre en place ces projets. Ça c'est à mon avis, c'est une avancée considérable, puisque ces agences régionales d'exécution des projets vont devenir des sociétés anonymes. Ça, c'est acté. Deuxième élément, à mon avis, qui est important, qui va permettre en fait davantage de créer cette culture de la performance, c'est la question de la contractualisation. Vous savez, État-région. Vous savez, il a été souligné également dans le dernier rapport de la Cour des comptes, en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore voir que durant les mandats des conseils régionaux, encore des programmes qui tardent à se mettre en place à cause de la question. Parce que sur 158, selon la Cour des comptes, juste comme ça on précise un chiffre pour nos téléspectateurs, sur 158 programmes intégrés, seuls 41 achevés, soit 26% en nombre, et 14% en montant. Ça, je ne comprends pas trop c'est quoi la différence. Et puis, effectivement, ce sont des retards et des failles, des programmes de développement que la Cour des comptes a une nouvelle fois relevés. Pratiquement, à partir de 2022, aucun contrat État-région n'a été achevé. Entre 2020 et 2022, oui. Et ça remet en cause en fait la question de la fatalité, si j'ose dire, de l'exercice de l'action territoriale dans le pays. Alors, parmi les pistes, les facteurs limitants, on a, selon la Cour des comptes, la faiblesse de la coordination préalable, les retards dans les études techniques, l'absence de mobilisation du foncier. Oui, alors, pour la question de la convergence, dernièrement, il y a le ministère chargé de la convergence, ils ont mis en place un guide pour l'élaboration des documents de convergence des politiques publiques territorialisées. Oui. Mais l'idée que je trouve intéressante dans ces programmes de développement territorial intégré, ce n'est pas seulement le chiffre, parler de 200 milliards sur 8 ans, c'est quand même, ça va permettre dans les 10-15 prochaines années de gagner en compétitivité à l'échelle régionale. On va gagner en termes de croissance régionale à peu près de 2,3 points de croissance si tout va bien, bien entendu. Si nous arrivons bien sûr à enclencher toutes les réformes au niveau régional également, si on arrive bien sûr parce que le territoire propose, mais qui arbitre? C'est le centre qui arbitre, non? Donc c'est là où se posent aussi les questions. L'arbitrage, bien sûr, se fera toujours au niveau national, puisque naturellement,
l'arbitrage, puisque les deux Alors du coup, qui détient réellement le pouvoir de décision dans ce modèle? Là, c'est une autre problématique, la question du pouvoir. C'est beaucoup de problématiques. Oui, mais alors déjà, c'est une question institutionnelle. C'est-à-dire, au niveau des lois, on est en train de repenser, de redéfinir le rôle des compétences, les attributions, des différentes des conseils régionaux par rapport aux compétences propres et partagées. Donc déjà ça, par rapport à ce point-là, c'est déjà il y a quand même un point intéressant à souligner, puisqu'on va arriver quand même à mettre fin à ce flou qui existe en termes de compétences partagées. C'est déjà pas mal. Au niveau de la convergence, je termine ce point sur la convergence. Il y a déjà un guide. Il y a déjà un guide là qui a été mis au niveau national. Maintenant, le pouvoir de décision sera effectivement, en termes de projet, en termes de réalisation de projet, sera réservé justement aux gouverneurs des provinces qui vont bien sûr, les préfectures qui vont piloter ces programmes. Et bien sûr, l'arbitrage en termes, je dirais, en termes stratégiques se fera au niveau à l'échelle du chef du gouvernement. Très bien. Alors, comment vous pouvez nous expliquer, Tariq Moudine, selon votre expérience, ce modèle un peu hybride sous contrôle étatique des territoires? Alors, permettez-moi tout d'abord de revenir sur de quoi il s'agit. Oui. On parle d'une nouvelle réforme, d'une réforme structurante, et une réforme qui vient nous rassurer très sincèrement quant à l'avenir du développement de nos territoires. Pourquoi? Parce que c'est une réforme qui a été initiée par l'État suite à une orientation émise au plus haut niveau de l'État. Je rappelle l'extrait du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de son discours du trône du 29 juillet 2025. Il n'y a de place ni aujourd'hui ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses. À travers cette affirmation, il a été acté et clairement admis qu'il n'était plus soutenable et plus acceptable et plus tolérable d'accepter un Maroc ou un développement à deux vitesses et de maintenir les déséquilibres territoriaux, les déséquilibres sociaux et les disparités sociales, spatiales et territoriales. Aujourd'hui, cette structure, pourquoi je dis elle vient nous rassurer? Parce que c'est la gouvernance territoriale qui a été consacrée au cœur du modèle ou au cœur de l'équation, couplée à de la performance et à de l'efficacité. Je m'explique. Cette nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré repose aujourd'hui sur une approche qui est nouvelle, une approche basée sur l'écoute, basée sur la responsabilisation de l'acteur local. Et Dieu sait qu'on a connu des approches participatives par le passé. D'ailleurs, cette réforme s'inscrit, permettez-moi de le dire, dans la continuité de ce qui a été déjà vérifié, testé par le Maroc. Ce n'est pas la première fois qu'on adopte des approches participatives et territorialisées. Il y a d'autres expériences saluées par des bailleurs de fonds qui nous permettent d'avoir des bonnes pratiques sur lesquelles nous sommes en train de capitaliser aujourd'hui. Et cette orientation traduit, qui est stratégique, traduit la conviction que l'efficacité des politiques territoriales aujourd'hui, parce que c'est d'efficacité qu'il est question, dépend largement de la qualité des mécanismes de gouvernance qui viennent les encadrer. Et cette réforme structurante nous met sur la table quelques nouveautés quand même qu'il est très important de rappeler. Tout d'abord, une gouvernance ascendante, bottom-up. Aujourd'hui, la définition de ces programmes territoire par territoire est basée sur une approche de concertation, de consultation citoyenne et des diagnostics précis et effectués au niveau territorial avec l'implication de l'ensemble des acteurs. Et quand je parle d'acteurs, ça peut être le citoyen, la société civile, l'autorité locale, l'autorité élue, l'ensemble de ce beau monde autour de la même table pour diagnostiquer. Donc ça, c'est très très bon. Après, cette démarche à un niveau provincial ou préfectural nous permet aussi d'avoir une mise en convergence et une mise en synergie à ce niveau-là. Et j'aimerais rajouter qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on a admis enfin que le niveau local, préfecture ou province, est devenu l'espace pertinent ou le cadre de référence pertinent où se croisent les données, se croisent les dynamiques, se croisent l'acteur, le décideur, le citoyen, etc. Est-ce que tous les territoires se valent? Je me permets de vous interrompre. Est-ce que, par exemple, dans la mise en œuvre de cette nouvelle réforme, tous les territoires vont être outillés, vont avoir les moyens, peut-être pas financiers, mais de mettre en œuvre
de manière efficiente, quand vous parliez d'efficience et d'efficacité, cette réforme? Alors, pour le dire très honnêtement et de manière très sincère, tous les territoires ne se valent pas, parce qu'il y a des régions qui créent plus de valeur que d'autres. Rabat, Tanzé, je sais pas, Draïch et Filel. Donc, tous les territoires en termes de capacité, que ce soit financière, que ce soit compétence et capital humain, parce que l'humain est très important dans ces sujets de développement humain. Absolument. Il y a des différences à ce niveau-là. Mais quand on a une démarche et une gouvernance structurée qui va permettre à chaque territoire de se distinguer, parce que chaque territoire portera son propre modèle de développement, là on pourra dire que les opportunités ont été données à ces territoires de s'autodévelopper. Moi j'aimerais ajouter un point, c'est que... Est-ce que ça ne peut pas accentuer les écarts davantage? Il faut qu'on accepte que chaque territoire puisse avoir son propre modèle de développement. Et d'ailleurs, avec cette nouvelle génération de programmes de développement intégrés, chaque territoire va se distinguer parce que chaque territoire est en train de construire sa stratégie sur la base de ses atouts, ses compétences, ses caractéristiques et ses capacités. Et on va finalement avoir une divergence et de différentes trajectoires de développement. Et il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une limite pour moi, c'est une richesse. Et la pertinence et la réussite de ces programmes territoriaux de développement intégré vont dépendre de la capacité du niveau central à ne pas dicter une lecture trop, ou à ne pas harmoniser, disons, à ne pas trop harmoniser à partir d'une lecture très centralisée et très centrale des grandes orientations de développement. Alors justement, Tariq Moudine, comment garantir la cohérence entre les projets locaux et les priorités nationales? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est qu'il y ait une homogénéisation entre ce qui compte pour la région et ce qui compte pour le pays, quoi. Exactement. Alors les grandes orientations nationales existent et vont être gérées à un niveau national. Et ça aussi, c'est la nouveauté qu'a ramené cette nouvelle réforme. La gouvernance a été claire, ça nous a apporté de la clarté et une articulation, une articulation cohérente entre les différents niveaux de gouvernance, le local, le régional et le central. Aujourd'hui, le local a comme mission de diagnostiquer, d'élaborer, de mettre en œuvre. Et j'ose espérer de suivre et évaluer, parce que le suivi et l'évaluation doit être participatif aussi pour pousser la transparence à sa limite supérieure. Vous avez une confirmation à votre droite, là, de notre expert en territoire, en effet. Oui, ben, c'est l'audit. C'est un grand... Le deuxième point, ou le deuxième niveau, c'est le régional. La région à Paris, aujourd'hui, a été reconnue et consacrée comme un acteur à part entière en matière de développement. On parle de renforcer ses compétences, de renforcer ses capacités financières, de son capital humain, etc. Tout ça, pour moi, c'est une première étape vers une régionalisation avancée. Ça veut dire que, tout à l'heure, vous avez parlé de problème. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un processus. Par contre, n'oublions pas, quand on s'attaque aux questions qui sont en relation avec l'humain, on parle de changement. Le développement, qu'il soit durable, pas durable, territorial, pas territorial, est avant tout humain. Et quand on s'attaque à l'humain, l'humain est par définition complexe. Et on a toujours de la résistance au changement. Ce sont des processus qui vont prendre du temps, qui vont être longs. Il ne faut pas se précipiter. Et moi, je ne suis pas en train de dire que demain ou après-demain. Déjà, une réforme comme ça, qui est sur 8 ans, c'est pour moi un minimum pour atteindre des résultats. D'ailleurs, j'ose espérer que chacun des territoires va s'arrêter et établir un canevas d'indicateurs de performance à atteindre, parce qu'on parle de suivi, évaluation rigoureux, des inspections qui IGAT, fixe IGF. ces KPIs? Qui les fixe? Je crois que chaque territoire doit fixer ses KPIs selon ses compétences, selon ses atouts, selon la conception qu'il aura lui-même donnée à son propre développement. Après, on pourra faire de la participation et du suivi participatif avec l'IGF et l'IGAT, mais au niveau des territoires. Parce que c'est au niveau des territoires que naissent les dynamiques et que s'ancrent ces dynamiques de développement. Et il faut respecter les compétences et les atouts de chacun de ces territoires. Est-ce que vous pensez, professeur Rafi, parce que là, on va parler peut-être aussi de pilotage, mais est-ce que cette réforme peut créer l'illusion d'une décentralisation à l'opposé d'un transfert réel de pouvoir vers les territoires? Tout d'abord, je pense qu'il y a lieu de préciser qu'est-ce qu'on entend par réforme. Oui. Moi, je considère ce qu'avait adopté le gouvernement, ce n'est pas une réforme, ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été déjà réalisé. Comme l'avait dit notre ami, c'est un processus et c'est une réforme dans la continuité. C'est un grand changement, c'est un grand basculement. Je vous le dis, je ne vois pas un basculement, je vois que c'est un stade de maturité d'un processus qui a commencé depuis 2017. Lequel? Alors,
Au lendemain de l'adoption des lois organiques, il y avait des concertations. Vous savez qu'il y avait des concertations qui ont été couronnées par les assises de 2019. 2019, il y avait un acte très très important et on est en train de voir ses résultats aujourd'hui. C'est le cadre d'orientation de la mise en œuvre des compétences des régions qui a été adopté. Par la suite, on a les institutionnels au niveau de l'État, au niveau des régions, ils ont travaillé sur cette question de précision sur la base d'un référentiel très très important qui est constitué de 34 instructions royales. Le rapport de l'accord de Kant, il le confirme. Et signifie que c'est un projet de ce système, mais qui demande de la maturité. Pourquoi je vous dis que c'est une réforme de la continuité? Tout ce que nous sommes en train de débattre et le considère comme une nouveauté n'est pas une nouveauté. Je vous dis, c'est la mise en œuvre qui est une nouveauté. Alors, la question de la différence, la question que la symétrie entre les territoires, ça c'est une règle qui existait déjà au niveau de la loi organique avec la règle de différenciation et de progressivité. Oui. Mais du coup, progressivité, c'est quoi? Progressivité sur... Non, mais quand vous dites que... Parce que c'est la même continuité ou c'est la même amélioration pour toutes les régions. On ne va pas adapter... Non, la règle de... Ça, c'est une règle d'or parce qu'aujourd'hui, la régionalisation, elle est en train de se fonder sur de nouveaux paradigmes. Le premier paradigme, c'est d'abord passer d'une régionalisation administrative à une régionalisation stratégique à travers les documents stratégiques, dont le SRAT, le PDR, etc. etc. Deuxième chose, c'est la progressivité dans le temps et la différenciation dans l'espace. Signifie quoi? Nous avons 12 régions. Certainement, chaque région a ses propres spécificités ou ses spécificités intrinsèques. Et donc, il aura, comme on dit, ses propres projets, propres programmes, etc. La progressivité dans le temps, c'est-à-dire vous avez une cagnotte de compétences propres et partagées, vous n'êtes pas obligé de tout exercer. Vous exercez les compétences qui conviennent avec votre modèle de développement. Et cela, laissez-moi de vous rappeler une chose très importante qu'avait annoncé Sa Majesté dans ses instructions, c'est qu'il ne faut pas faire alourdir les régions par des compétences qu'ils ne peuvent pas exercer. Ça devient, comme on dit, il ne suffit pas de fuir, il faut fuir dans le bon sens. Et aujourd'hui, et c'est ça la grande nouveauté de cette question de reconfiguration, je ne considère pas que c'est une remise en cause, c'est une reconfiguration des compétences. Il faut recentrer les régions, parce que, figurez-vous, ce que cet amendement, moi je le considère un amendement, pas une réforme. Ces amendements concernent uniquement la loi sur la région, pas les autres lois concernant les autres collectivités territoriales. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il faut recentrer la région sur sa véritable mission qui est la promotion de développement, à travers le soutien aux entreprises, à travers l'investissement. C'est la mission principale. Oui, mais si on dit que les régions ne sont pas les mêmes, certaines régions risquent d'attirer beaucoup plus d'investissements que d'autres. C'est le cas aujourd'hui. Ça, je pense qu'on a toutes les réponses dans notre littérature en la matière et dans la production institutionnelle. Je vous rappelle le discours de Jolf Asfar de Sa Majesté le Roi lorsqu'il avait parlé de la compétitivité territoriale. Aujourd'hui, on ne voit pas de la compétitivité dans le sens qu'une région elle est en train de conquérir l'autre. Il faut faire la politique de Jidoka, c'est-à-dire chaque région elle doit voir sa force dans la force de l'autre région qui est limitrophe. Et donc, aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Est-ce qu'on peut penser que le projet de Marchika dans Nador, qui relève d'une région de l'oriental. Est-ce qu'il peut réussir sans l'entremise de la région de Fès Meknès? Pas possible. Et donc, il y a un concept aujourd'hui, je pense, qui doit émerger avec force, c'est l'interrégionalité. Ce n'est pas parce que l'État territorial, ce concept de l'État de reconnaissance, il se concrétise moins dans l'autorité qu'il exerce que dans sa capacité à orchestrer et mobiliser les acteurs à multiniveaux. Et je pense, avec ce que nous avons adopté dernièrement, je pense qu'on a atteint ce stade de maturité réflexive sur la régionalisation en disant attention, l'un ne sait pas ce qu'il fait l'autre, il n'y a pas de coordination. Il faut fédérer les efforts
il faut faire des efforts, il faut optimiser les charges fixes entre les différents acteurs territoriaux afin d'offrir une qualité de service, afin de réaliser les objectifs des PDU, dont la lutte contre les disparités territoriales, parce que c'est le fléau fatal aujourd'hui. Juste pour qu'on comprenne et aussi qu'on ait une idée beaucoup plus locale et territoriale, si il y a une priorité nationale, comment et que pour une région sur en les particulier, orientations. effectivement, comment garantir cette cohérence? Vous avez parlé de cohérence là entre différents départements. Comment garantir une cohérence La entre question, elle est très pertinente. exactement, entre les besoins locaux, je ne vais pas dire des projets locaux, et les priorités nationales et le centre. Alors, je pense que au niveau de la réglementation existante et au niveau de la loi, il y a un décret sur ce qu'on appelle les SRAT. Les schémas directeurs Schéma régional d'aménagement du territoire. D'aménagement du territoire. Ça, c'est un document stratégique. Constitutionnel même. Il est situé dans la logique de la prospective, au-delà de la planification, c'est-à-dire 25 ans. Il y a un petit article de son décret qui dit que ces SRAT devraient se conformer aux orientations de la politique publique en matière d'orientation d'aménagement de territoire. Je pense qu'il y a un vide à remplir aujourd'hui. Je pense que l'État il est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire d'établir. On a eu les schémas nationaux avant, le livre blanc, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin des orientations de la politique publique nationale en matière d'aménagement de territoire, afin que tous les schémas directeurs au niveau régional devraient se converger vers ces orientations-là. Et ce sont parce qu'il faut reconnaître que l'État il a abandonné la planification. Ça fait beaucoup de temps. L'État aujourd'hui, il est dans la logique de la programmation. Mais la planification, on l'a abandonnée, ça fait longtemps. Est-ce que vous pensez, en tant qu'expert en finances publiques, que la transformation en agence, en structure, même en SA, est-ce que ça accélère réellement l'exécution sur le terrain? Je pense que les mesures qui ont été prises dans ça sont intimement liées. Il s'agit d'un écosystème. Donc, il y a des programmes qu'il faut les gérer avec performance. Il y a des structures de gouvernance qui sont d'abord l'institution de Wali ou de gouverneur, mais il y a un appareil de l'exécution qui sont les fameuses AREP. Alors, la nouveauté, c'est qu'on a transformé les AREP en sociétés anonymes. Oui. Alors, pourquoi? La question la plus simple, pourquoi on est obligé de transformer un établissement public qui est considéré comme un organe satellite de la région en société anonyme, qui coince pour opter pour une telle... Alors, d'abord, il faut dire que la cagnotte de 210 milliards qui va être réservée, qui va être réservée à titre d'investissement certainement, qui va exécuter ceci, ce sont les AREP. Le fait de la transformer en société anonyme, il peut réaliser beaucoup d'objectifs. Le premier objectif, une société anonyme, d'abord, ce n'est pas uniquement la région. C'est 5, parce qu'au niveau de la loi sur la société anonyme, vous aurez besoin de 5. Il y a la possibilité d'ouverture du capital. Il y a la possibilité de chercher de cofinancement, chose qui n'est pas permise. Deuxième avantage, une société anonyme, il permet beaucoup de flexibilité pour échapper des cheminements complexes de la comptabilité publique. Parce qu'au niveau de... Vous savez que dans l'exécution des opérations financières en matière surtout de dépenses, les marchés, etc., les projets, parfois la performance se perd à cause des procédures et à cause parfois de la léthargie administrative. Oui. Et donc, troisièmement, c'est qu'une société anonyme, au vu de cette loi, il jouit d'une certaine gouvernance qui est instituée par la loi. C'est-à-dire on peut avoir un conseil d'administration aujourd'hui, il est présidé par M. Louali, par le Wali ou Mme Louali, je ne sais pas, donc je ne sais pas forcément M. Louali. Et donc, on peut avoir un système bicéphale, c'est-à-dire un directoire et puis un conseil de surveillance, etc. Et donc, la société est le plus important parce que les 200 milliards, les 200 de messieurs, pas uniquement il faut les injecter.
Il faut appâter l'investisseur privé. Alors, très bien, appâter l'investisseur privé, c'est très bien. Comment prouver que l'investissement crée des emplois durables dans les territoires ciblés, Tariq Ardine? Parce que c'est là où le bas blesse. Justement, ce travail-là, je dirais, cette réforme-là, dans la continuité, j'emprunte la même appellation, au titre de cette question. C'est justement l'objectif, c'est que rendre aujourd'hui tous les projets dans les territoires rentables. C'est-à-dire la question de la rentabilité devient le nouveau paradigme qui vient s'adosser à la gestion publique territoriale au Maroc. Et c'est ça qui va renforcer davantage renforcer davantage la compétitivité en matière de création d'emplois. C'est-à-dire au niveau régional, on pourrait estimer que, encore là, ça va prendre du temps, estimer que dans les 5 premières années, voire un peu plus, les 5 premières, on pourrait créer assez d'emplois au niveau régional, à condition que l'écosystème également s'accompagne des mesures et des instruments qui lui permettent en fait de créer cet avantage concurrentiel au niveau des territoires et donc favoriser la création des emplois à travers les effets leviers. Durable. Bien sûr, au niveau territorial, bien entendu. Je ne parle pas des programmes au niveau national, les autres programmes. Voilà, ils peuvent être déclinés au niveau local. Non. Alors, je veux dire, si un gouvernement adopte de tels programmes, dont l'efficacité, bien sûr, n'est même plus à démontrer, je pense, on peut le voir par les chiffres. Bon, je le dis, le temps des territoires aujourd'hui n'est pas le temps des mandats politiques. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ces programmes-là, il arrive à la fin du conseil, du mandat gouvernemental. Ce qui interpelle sur la place de l'élu aussi. Alors, bien entendu. C'est pour ça que je dis là. On est à 1 an et demi aussi des prochaines communales. Et on est à peine à un peu moins de 6 mois des prochaines élections législatives. C'est ça qui m'interpelle. Et justement, ça va de soi, c'est qu'aujourd'hui, il y a matière à réfléchir là aussi. C'est-à-dire quel est le rôle de l'élu dans cette nouvelle configuration territoriale au niveau de ces programmes-là? Quel est le rôle de l'élu, Tariq Ardine? Justement, je pense que vous avez eu le temps peut-être d'y réfléchir un peu. Oui, bien entendu. Comment vous voyez cette nouvelle structuration du territoire pour répondre aux doléances, aux besoins, aux nécessités des régions, mais surtout des citoyens? Alors déjà, on n'est pas en train de faire table rase à ce qui a été déjà construit par le passé, c'est-à-dire au moins ces 15 dernières années. C'est-à-dire en fait le SRAT, c'est un document constitutionnel, le PDR également, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire table rase ce qui a été déjà construit par les documents constitutionnalisés. On est en train de construire une action territoriale beaucoup plus convergente, qui va donner plus d'intérêt à l'approche en fait de performance, l'approche de rentabilisation des projets, puisque en fait on l'avait déjà dit, aujourd'hui le nombre de projets qui arrivent, qui s'ajoutent sur le budget de fonctionnement et le budget d'investissement des collectivités et donc de l'État, s'alourdissent d'une année à une autre. Et donc aujourd'hui, le rôle, c'est de chercher de nouveaux mécanismes qui nous permettent en fait d'intensifier le facteur travail et capital. C'est-à-dire on n'est plus dans une logique de production, mais de productivité. Intensive facteur capital et le facteur travail, puisque avec ces sociétés anonymes, on pourrait facilement c'est-à-dire attirer des profils, des hauts profils qui veulent travailler dans une fonction qui n'est pas 100% publique, ni privée, mais qui travaille sur des objectifs mesurables dans le temps de construction de ces programmes. Et donc ça, c'est un avantage intéressant au niveau territoire. Maintenant, la question de l'emploi que vous avez souligné tout à l'heure, et n'est pas tributaire de ces programmes-là, il est tributaire d'une politique de l'emploi que nous n'avons pas au Maroc. Ouais, donc c'est le centre. La politique de l'emploi est nationale, elle n'est pas territoriale. Oui, mais là, on est en train de parler de bottom-up. Oui, là, on est en train de parler de penser une stratégie pour un territoire donné et que l'État donne finalement les moyens pour mettre en œuvre cette stratégie adaptée au territoire. Oui, mais... Donc, est-ce que ce que vous venez de dire, c'est un peu à l'encontre de comment est pensée cette nouvelle mouture, cette réforme? Alors, pour la question des écarts, vous avez souligné cette question-là tout à l'heure, pour la question des écarts. Ce programme-là, il est venu pour corriger les problématiques, les écarts de développement d'une région à une autre, certes.
Aujourd'hui, le niveau de leadership qu'il faut aujourd'hui, il faut travailler sur le niveau de leadership des élus et des acteurs qui vont travailler sur ces programmes-là. C'est ça aussi, il faut aller au-devant de la scène sur cette question-là et favoriser davantage des profils qui peuvent en fait venir et mettre sur scène les manquements qui existent dans certains territoires et dire pourquoi certains territoires, malgré l'absence d'un écosystème, tirent davantage de profits pour créer des emplois et d'autres non. Il y a des indicateurs au niveau national qui expliquent, ne serait-ce que des indicateurs statistiques connus au niveau du HCP, qui expliquent ces problématiques-là. Maintenant, la création des emplois durables n'est pas liée en fait, n'est pas une affaire territoriale. C'est une affaire nationale. La création des emplois durables, c'est une affaire nationale pour l'instant. Pour l'instant. Ce n'est pas une affaire du territoire. Alors, aujourd'hui, dans les compétences propres, effectivement. Ce qui est territorial aussi, oui. Dans les compétences propres, là, je l'ai souligné, dans les compétences propres, on parle, dans les compétences propres dans la loi sur les régions, on parle de la promotion de l'emploi. On ne parle pas de création de l'emploi. Il faut bien souligner ce point-là. La promotion de l'emploi, c'est-à-dire promouvoir l'emploi, c'est favoriser. Oui, mais le langage, enfin, je veux dire, le langage juridique, il est très précis. Non, non. Qu'est-ce que promouvoir l'emploi? Promouvoir l'emploi, c'est qu'il y a déjà une politique nationale de l'emploi connue et actée pour que la région... Le législateur a voulu que la région joue un rôle important dans l'employabilité. Mais on parle de promotion, on ne parle pas de création. Non, mais il y a une différence entre création et promotion. L'employabilité ou l'emploi, c'est un résultat, ce n'est pas une action directe. Exactement. Mais alors, vous faites des choses pour créer l'emploi. Est-ce qu'on peut mesurer... Mais ce n'est pas le territoire qui va créer de l'emploi, très sincèrement. Ce n'est pas les territoires qui créent de l'emploi. C'est une affaire nationale. Commentaire. J'aimerais bien faire un tour de table là-dessus, parce que c'est un des drivers de cette réforme. C'est que le territoire... Vous demandez au territoire de créer de l'emploi. Et au niveau national, on n'a pas de politique de l'emploi. Vous le permettez, je finis juste mon intervention, merci. Le territoire crée de la richesse qui crée aussi de l'emploi. C'est parmi les objectifs qui ont été affichés à travers cette réforme. Et c'est à se poser les questions. C'est aussi le bien-être du citoyen. Et c'est des investissements aussi de l'État. Tarek Moudane, peut-être un commentaire sur est-ce que c'est au territoire ou à l'État de créer de l'emploi? Alors, mon commentaire, tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forte mobilisation de l'État pour lutter contre les disparités territoriales. Le gouvernement va venir participer à la mise en œuvre de cette politique générale aux côtés des autres acteurs institutionnels, comme les établissements publics et les sociétés publiques, comme les établissements stratégiques, mais comme l'entreprise ou la société civile. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de l'entreprise, de la société civile. Ce sont deux acteurs qui ont une connaissance terrible des réalités territoriales. Parfois... Mais comment on peut voir leur place? Parce qu'on a parlé de la place de l'élu, quelle est la place aussi de la participation citoyenne, du secteur privé, en termes vraiment concrets, sur le terrain? La place de cette participation réside au niveau le plus infra aujourd'hui, c'est le niveau de la province ou la préfecture. C'est-à-dire ces programmes intégrés de développement sont conçus au niveau des provinces et préfectures, pas au niveau de la région. La région aura un rôle de mise en convergence de ces plans préfectoraux ou provinciaux, une mise en synergie pour avoir une cohérence d'ensemble à un niveau région. Mais parfois, une région, elle comprend jusqu'à presque 10 provinces et préfectures. On a plusieurs provinces et préfectures au sein de la même région. Et ces provinces et préfectures sont elles-mêmes différentes les unes des autres. Donc aujourd'hui, ce qu'on a compris à travers cette réforme, que j'appelle réellement réforme, et je le redis, c'est que la mesure, ce n'est pas la commune, ce n'est pas la région, mais c'est bien la province et la préfecture. Et pour revenir à... On passe d'une logique centrale à une logique territoriale qui va nous permettre de mieux cibler ce que j'appelle les poches de résistance en matière de développement ou les poches de retard en matière de développement. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit initier d'abord cette réforme, on doit concrétiser les premiers résultats au niveau des provinces et préfectures, et la mise en harmonie de tout ça, la mise en convergence, nous tirera à moyen terme, voire à long terme, les régions vers le haut. Et je pense que l'idée finale, c'est d'arriver à créer des pôles
économiques régionaux compétitifs et avec une forte identité territoriale, avec une forte identité locale, valorisant les avantages compétitifs locaux, agriculture ici, l'industrie par là, la pêche ici. Chaque région et chaque province aura ses différences. Le deuxième point, c'est que cette allocation massive, on parle de 210 milliards de dirhams, cette allocation massive, nous n'avons pas l'ensemble des éléments, c'est une lecture qu'on fait de ce budget, et elle doit être associée à un ciblage territorial précis qui nous permettra, là encore, pas au niveau régional, mais au niveau provincial et préfectoral, d'aller concentrer et d'aller orienter la ressource au niveau des poches de résistance, au niveau des territoires où il y a le plus d'écart. Maintenant, et ça se décide au niveau local. Au niveau local. Ce n'est pas du tout au niveau central, j'imagine, que ce genre de décisions peuvent être faites. On arrive à l'idée que la performance doit être ancrée dans les réalités territoriales. La performance n'est plus un concept ou un sujet à traiter au niveau national. D'ailleurs, j'aimerais rappeler un extrait d'un discours royal aussi de l'ouverture de la première session de la 5e année législative, de la 11e législature, où le souverain avait souligné que, Dieu l'assiste, le niveau du développement local est le vrai miroir du progrès du Maroc émergent et solidaire. Ça veut dire que c'est au niveau local que se jouera l'émergence d'un... C'est la somme des développements territoriaux qui fera le développement humain de notre pays. Et du coup, c'est une manière de dire qu'il faut ancrer dans la réalité locale la gestion de la performance et la gestion de l'efficacité. Mais comment relier chaque investissement, vous avez parlé des 210 milliards de dirhams, à des résultats visibles pour le citoyen localement? Écoutez, quand on part du principe que l'ensemble des programmes de développement territorial intégrés vont être le résultat d'un diagnostic participatif, ça veut dire qu'il est basé sur les besoins prioritaires du citoyen. Donc quand on va venir... Mais comment on va mesurer cela? Passer à la phase... Vous avez parlé tout à l'heure, Tariq Hardim, d'un point très important. Comment évoluer, le suivi, le contrôle? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est la question de la vérification va venir ultérieurement. On parle de mécanismes rigoureux de suivi, on parle de l'IGAT et l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Administration Territoriale, qui vont faire des audits annuels. Là aussi, on demande à voir des canevas et des indicateurs de performance par préfecture et province pour permettre de faire ce suivi. Les KPIs qui va faire le suivi. Effectivement. On parle aussi du... Il n'y a pas de KPIs. Pour le moment... Au niveau territorial, on n'a pas. Est-ce que les territoires ont légalement ou bien institutionnellement quelque chose qui est écrit, qui leur dise voici les éléments qu'il faut absolument prendre en compte par indicateur clé à prendre en compte à la fin de leur mandat pour qu'ils puissent respecter. On n'a pas ça. Donc on ne peut pas demander au territoire aussi de créer des équipes. Il faut nuancer. Oui, mais on laisse peut-être Tariq Moudane finir rapidement. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on ne dispose pas de l'ensemble des éléments, parce qu'on part de l'analyse du communiqué du cabinet royal qui fait état de cette présentation faite par M. le ministre de l'Intérieur, mais nous n'avons pas encore l'ensemble des détails. Mais quand je dis ces 210 milliards de dirhams, j'ose espérer... Sur 8 ans, il faut le rappeler aussi. J'ose espérer que ça sera associé à un ciblage territorial précis, parce qu'on ne peut pas jeter de l'argent comme ça. Deuxième point, j'ose espérer qu'il y aura vraiment des indicateurs de performance au niveau de chacun des territoires. Sinon, on ne peut pas mener des politiques sans obéir à aucune règle. Donc, moi, je reste confiant et optimiste quant à la capacité de ces programmes territoriaux à venir réparer les disparités qui restent criantes, des disparités sociales et des disparités territoriales. Avec la mise en œuvre, il faut rester ouvert, attentif peut-être, quand même en termes de gouvernance. Par exemple, on risque d'avoir des chevauchements entre les niveaux. Moi, la question la plus simple qui me vient à l'esprit, si on a un échec d'un programme territorial au niveau d'une province, qui va être le responsable ? Est-ce que c'est l'élu? Est-ce que c'est l'autorité locale? Est-ce que c'est le local? Est-ce que c'est le central? C'est-à-dire qu'il y a des choses à clarifier. En matière de transparence, on parle des audits annuels, l'IGAT et l'IGF. Comment on va conduire ces missions d'audit et de suivi-évaluation? Est-ce qu'on va aller jusqu'au point de faire de l'évaluation participative pour pousser la transparence très loin? On parle d'une plateforme digitale pour tenir le citoyen informé, l'acteur local informé quant à l'état d'avancement de ces politiques. C'est un droit à l'information. Mais à titre personnel, j'aurais souhaité, par exemple, que ces plateformes-là soient interactives et que ces plateformes-là permettent de capter les signaux faibles au niveau des territoires quant à l'avancement de ces projets, de ces politiques, pour pouvoir corriger le moment opportun. Maintenant, comme j'ai dit, nous avons quelques éléments d'appréciation, mais nous n'avons pas l'ensemble du détail, et le diable est dans le détail. Mais je reste optimiste quant à la faisabilité, quant à la pertinence de cette structure. Quand je dis on n'en a pas, c'est aujourd'hui.
qu'on va créer. C'est pour ça que vous avez dit qu'on n'en a pas, j'ai dit encore. Voilà, on n'en a pas encore pour l'instant, exactement. On va voir aussi cette nuance avec le professeur Arafi. Bon, la première nuance, d'abord, je pense qu'il est important de distinguer entre trois niveaux. La régulation du marché de l'emploi, la création de l'emploi et la promotion de l'emploi. La régulation, c'est l'affaire de l'État parce que c'est elle qui détient le pouvoir de régulation juridique, etc. Parlant de ça, on attend encore le Code du travail. Voilà. Donc ça, c'est l'affaire de l'État. Mais si on va pas créer, si le territoire ne vont pas créer l'emploi, pourquoi on leur attribue la compétence de développement économique? Parce que le résultat du développement économique et de l'investissement, c'est la création de l'emploi. Et donc, moi, excusez-moi, mon cher ami, je souscris en faux à votre idée. Je dis que non. Nous sommes tous des Marocains, on connaissait très bien le terrain. Non, je pense que parmi les missions principales aujourd'hui qui sont attribuées à la région, dans le cadre de leurs compétences propres et partagées, c'est de promouvoir ou créer l'emploi. Ce n'est pas le terme qui me dérange. Mais l'essentiel, parce que l'emploi, c'est la conséquence d'un process qui commence par quoi? Par l'investissement. Donc, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de... Vous avez au Maroc 11 millions actifs. Vous avez 1 million qui travaillent dans la fonction publique. Donc, les 10 millions, leur place, c'est dans le marché d'emploi du secteur privé. Et donc, aussi, si on parle au niveau de l'État territorial, l'État territorial, ce n'est pas une subdivision de territoire. Ça, c'est faux. L'État territorial, il en est, à mon avis, la condition de son efficacité. Et donc, si on n'arrive pas à créer de l'emploi par les mécanismes de régulation territoriale et par la mise en cohérence de l'action territoriale, ce n'est pas l'appel de parler ni de régionalisation ni de décentralisation. Ça, à mon avis, c'est une conviction importante. Un mot de la fin, Tarek. Et c'est très juste. Je crois qu'on peut parler de mesures d'accompagnement pour la réussite de cette réforme. Et parmi les mesures, c'est le changement de mindset, le changement de mentalité. Aujourd'hui, que ce soit l'élu, que ce soit l'autorité locale, que ce soit la société civile, tout ce beau monde autour de la même table doit être formé, doit être accompagné, doit être l'empowerment mis en capacité pour faire de la participation. C'est au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui devrait se charger de cette stratégie de ouais, formation. Parce que quand on veut faire de la participation, on oublie qu'il faut éduquer le citoyen à la culture de la coopération, à la pratique de la citoyenneté active. Le fonctionnaire aussi. Quand je dis citoyen, c'est l'élu, le fonctionnaire, le gouverneur, comme la société civile. Moi, je ne sais pas de... Oui. Pour moi, le citoyen, c'est la seule richesse du Maroc, vous savez. Surtout la jeunesse. Et c'est une occasion aussi, là, pour que j'insiste sur un point, c'est qu'il faut imaginer une manière d'ouvrir la scène ou d'ouvrir des instances et ces espaces de gouvernance à la jeunesse pour renouveler les élites, parce qu'il ne faut pas que ça reste que des paroles, et s'éloigner de la logique partisane, de la cooptation politique, etc. Ouais. La jeunesse s'intéresse à la chose publique, contrairement à ce que certains peuvent penser. En espérant que cela soit prouvé pour le taux de participation aux prochaines élections législatives. Merci. Merci Tarek Khardim. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voudrais dire juste que l'État continue à former les territoires. Oui. Et c'est ça qui rend justement la problématique aussi captivante qu'intéressante. Intéressante, qui fera certainement l'objet d'un autre épisode de questions d'actu. Oui. Certainement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très pédagogue. On a poussé la réflexion, bien évidemment. Rien n'est encore précisé. On a débattu de ce Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et cette présentation faite par le ministre de l'Intérieur devant Sa Majesté qui détaille cette réforme, on va le dire, de la régionalisation avancée. Merci, messieurs. Merci, Tarek Khardim. Merci à vous. Merci à vous également, Tarek Moudden. Merci. Ciao. Et merci, cher professeur Hassan Arafi. Merci à vous. C'est la fin donc de cet épisode. Très bonne soirée à tous.